Je suis le professeur Claude Somata, enseignant à l'Université catholique du Congo. Et dans le cadre des enseignements en ligne, on va vous faire des modules, on va prêter des modules de cours que les étudiants vont suivre. Alors ce sera des cours qui seront prodigués de manière magistrale. Et ensuite, il y aura aussi des séances de TP. Alors je me présente brièvement. Donc je suis professeur depuis quelques années à l'Université catholique du Congo, professeur d'économie à la faculté d'économie et développement. Alors le cours que j'enseigne sont une variété de cours. Ça va des cours des débutants en première année aux cours qui sont destinés à un public plus averti entre guillemets, c'est-à-dire les étudiants de 3e cycle. Et dans le cadre de ce cours, il sera question de leur donner l'essentiel des concepts à la fois théoriques et pratiques dont ils ont besoin pour les renforcements en termes intellectuels. Donc, on va procéder à l'analyse des concepts. On va procéder aussi à l'étude des cas pratiques dans le cadre de ces cours. Donc, le premier module va porter sur l'économie monétaire. C'est un cours qui est prodigué en L3, c'est-à-dire 3e année de licence. Alors, je vous rappelle que nous, on est dans le cadre du système LMD, licence, maîtrise et doctorat. Donc, quand je parle de L3, c'est effectivement la licence, mais la 3e année. Alors, ce cours d'économie monétaire est destiné justement aux étudiants de licence 3e année. Ce sera le premier module. Alors, le deuxième module, ça sera effectivement destiné aux étudiants du 2e cycle, c'est-à-dire les étudiants des Master 1. Alors, ça sera le cours d'analyse des politiques monétaires. Le 3e cours va porter sur la gestion financière internationale. Ce module sera destiné aux étudiants de Master 2e année. Et en ce qui concerne le 2e cycle, la boucle sera bouclée avec un cours de macroéconomie ouverte. Donc macroéconomie en économie ouverte. Voilà. Ce cours est destiné spécialement aux étudiants qui sont dans la filière commerce extérieur. Et enfin, le dernier cours sera destiné aux apprenants du 3e cycle, les étudiants qui sont inscrits en DA1. Bon, ce sera un module de gestion financière internationale, mais avec évidemment une accentuation bien pointue sur le problème des commerces extérieurs et le problème des financements du commerce extérieur. Donc, ça sera en complémentarité par rapport au cours qui est destiné aux étudiants de master. Donc, voilà en gros les 3 cours. Évidemment, ce sont des cours qui seront destinés pour les étudiants dans le cadre de leur formation de 2e semestre. Et vous comprendrez qu'on a déjà terminé le premier trimestre, non pas le premier semestre, et là on est en fait en fin d'année et on essaye effectivement de procéder de la manière vu le contexte actuel. Donc voilà en gros l'ossature du cours, avec les points essentiels qui seront développés. Et bien, évidemment, on va rentrer dans le cours magistral dans le cadre de modules spécifiques. Donc voilà en gros, si je peux me permettre. Donc on va maintenant aborder les éléments fondamentaux du cours d'économie monétaire qui va porter sur la politique monétaire. Alors la politique monétaire sera appréhendée par rapport à 3 sections, si on peut dire. La première section va porter sur les objectifs de la politique monétaire. La deuxième section sera consacrée à l'analyse des canaux de transmission de la politique monétaire. Et enfin, le dernier point va porter sur la règle de Taylor. Alors, lorsqu'on parle de la politique monétaire, l'objectif majeur de la politique monétaire, c'est d'assurer la lutte contre l'inflation, n'est-ce pas? Et en règle générale, la politique monétaire s'articule autour de 2 aspects fondamentaux, à savoir le respect de la stabilité interne de la monnaie, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation, mais aussi assurer la stabilité externe de la monnaie. C'est en fait le fait de maintenir un taux de change qui soit décent. Alors,
voilà ce qu'on peut dire de ce point de vue, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle de la stabilité monétaire, il faut, de ce point de vue, contrôler l'évolution de la masse monétaire pour qu'elle ne soit pas pléthorique, qu'elle soit en fait en adéquation avec les activités économiques. Parce qu'une masse monétaire pléthorique entraîne l'inflation. Par contre, on va dire une masse monétaire insuffisante ne permet pas le financement des activités dans de bonnes conditions. Alors la stabilité externe est liée à la surveillance du taux de change, n'est-ce pas? Les taux de change qui représentent la valeur de la monnaie par rapport aux devises. Pourquoi? Parce que si effectivement le taux de change n'est pas en adéquation avec la politique économique, il y a des petits soucis aussi, n'est-ce pas? Une masse monétaire, on va dire pléthorique, entraîne aussi la dépréciation de la monnaie nationale, n'est-ce pas? Sur le marché d'échange, bien entendu. Ok? Et une masse monétaire insuffisante par rapport aux devises entraîne l'appréciation de la monnaie nationale. Alors, la dépréciation de la monnaie peut constituer aussi une arme dans le cadre de la politique de change pour stimuler les exportations, n'est-ce pas? Et par contre, effectivement, une monnaie qui est appréciée aussi, n'est-ce pas, peut être aussi un facteur de frein aux échanges, parce que les entreprises, ou en fait les agents économiques, on va dire externes, n'est-ce pas, le reste du monde aura aussi du mal à accéder aux produits nationaux, du fait de la faiblesse de leur pouvoir d'achat. Ok? Donc voilà ce qu'on peut dire de ce point de vue. Alors pour passer au premier point, les objectifs de la politique monétaire. En fait, il existe, n'est-ce pas, 4 stades, si on peut dire, dans la mise en œuvre de la politique monétaire. On peut en fait analyser la politique monétaire par rapport aux objectifs finaux. On peut aussi appréhender la politique monétaire par rapport aux objectifs intermédiaires. Et on peut analyser la politique monétaire par rapport aux indicateurs. Et enfin, on peut en fait appréhender la politique monétaire par rapport aux instruments, n'est-ce pas? Alors, les objectifs finaux de la politique monétaire, on parle de fonctions objectifs. Alors, les objectifs finaux constituent le but ultime de la politique monétaire. Ce sont en fait des variables qui représentent la fonction objective de la Banque centrale. Mais ces variables peuvent lui échapper d'une certaine mesure parce que la Banque centrale n'a pas souvent une prise sur ces variables. Mais dans le cadre de la politique keynésienne, l'objectif final peut être une croissance économique substantielle et l'accès, si vous voulez, au plein emploi. Par contre, lorsqu'on est dans le cadre des politiques des monétaristes, l'objectif majeur peut être effectivement la stabilité de prix, n'est-ce pas, ou du produit intérieur brut nominal. Ok? Donc voilà ce qu'on peut dire de ce point de vue. Okay? Mais en règle générale, bien que l'on puisse établir un objectif final, souvent, comme j'ai dit, on n'a pas prise sur ces variables. On doit passer par des variables intermédiaires pour stimuler effectivement une dynamique positive. La croissance économique, comme elle ne peut pas se décréter, on doit passer par d'autres indicateurs. On parle souvent d'objectifs intermédiaires. Okay? Alors, ce sont, comme le nom l'indique, ce sont des paramètres qui, par rapport à leur, ce sont des paramètres par rapport à leur liaison avec l'objectif final, peuvent nous aider à atteindre en fait l'objectif final. Ok? Donc, ce sont souvent des cibles contrôlables qu'on peut maîtriser, n'est-ce pas? Et qui permettent effectivement d'atteindre l'objectif final. Alors, maintenant, un bon objectif intermédiaire doit en fait jouer 3 rôles. D'abord, constituer un indicateur adéquat de l'évolution de l'objectif final. Être facilement contrôlable par les autorités monétaires, être identifiable par tous les acteurs économiques. Donc voilà un peu la réalité. Okay? Alors, par exemple, pour atteindre l'objectif de croissance substantielle de plein emploi dans l'optique des keynésiens, on peut passer par
une variable intermédiaire qui est le taux d'intérêt. L'ajustement du taux d'intérêt peut avoir un impact sur l'investissement, n'est-ce pas? Et l'investissement augmentant, on peut assister effectivement à la hausse, si on peut dire, du produit intérieur brut, n'est-ce pas? Voilà la réalité. Okay? Et de la même manière, dans l'optique monétariste, on peut effectivement jouer sur la masse monétaire, n'est-ce pas? On peut jouer sur la masse monétaire pour avoir un taux d'inflation faible. On peut baisser la masse monétaire en circulation pour, dans le cadre d'une politique monétaire un peu restrictive, pour baisser l'inflation. On parle aussi des indicateurs, n'est-ce pas? Donc les indicateurs sont des variables économiques qui permettent à la Banque centrale de disposer des informations sur l'évolution de l'économie. Okay? Par exemple, on peut raisonner en termes d'anticipation d'inflation, n'est-ce pas? On peut effectivement raisonner par rapport au degré d'expansion des restrictions de la politique monétaire. Okay? Mais il y a une différence entre les objectifs intermédiaires et les indicateurs. Les objectifs intermédiaires peuvent devenir des simples indicateurs, mais l'inverse n'est pas toujours établi. Okay? Si on considère par exemple le taux de change constitue un objectif intermédiaire quand il est fixe, dans le cadre d'un régime de taux de change fixe. Mais lorsqu'il est effectivement variable, ça constitue un indicateur. Okay? Voilà. Pourquoi? Parce que l'indicateur n'a pas du tout un lien avec les objectifs. Okay? Mais il a juste un caractère informel au profit des objectifs. Alors, le dernier élément à considérer, ce sont les instruments. Les instruments, on les appelle aussi les objectifs opérationnels. Il s'agit en fait des paramètres sous le contrôle direct de la Banque centrale. C'est-à-dire la banque peut agir directement sur ces instruments pour impacter, n'est-ce pas, la politique monétaire, n'est-ce pas? Alors, on parle par exemple de la politique des réserves obligatoires, les réescomptes, l'open market et l'encadrement du crédit. Alors, les réserves obligatoires constituent une politique qui consiste à obliger les banques à détenir une partie de leurs réserves auprès de la Banque centrale. En fait, une partie des dépôts ou des fonds propres doivent être, n'est-ce pas, emmagasinés auprès de la Banque centrale. C'est effectivement une politique qui permet de résoudre un peu le problème de surliquidité au sein de l'économie et de réduire en fait le volume du crédit, n'est-ce pas? Et ces fonds sont dans la plupart des cas non rémunérés. On parle aussi de la politique des réescomptes, c'est-à-dire la Banque centrale va escompter les effets présentés par les banques commerciales et déjà escomptés par celles-ci. Et le taux de réescompte, en fait, est utilisé par les banques commerciales pour se réapprovisionner auprès de la Banque centrale. Donc, c'est un moyen de refinancement permettant à la Banque centrale d'intervenir sur l'évolution, n'est-ce pas, de la monnaie et sur le volume du crédit accordé. Ok? Évidemment, comme c'est un taux, si les taux de réescompte augmentent, évidemment, le taux d'intérêt va augmenter. Et si le taux de réescompte baisse, le taux d'intérêt va aussi baisser. Okay? Alors, on parle aussi de la politique d'open market. La politique d'open market, ça consiste à l'achat ou à la vente des titres de créances sur les marchés interbancaires. Qu'est-ce que ça veut dire? La Banque centrale a la possibilité d'intervenir, n'est-ce pas, pour approvisionner ou retirer la monnaie banque centrale au niveau du système. Mais elle intervient directement, n'est-ce pas? De ce point de vue, elle intervient par rapport au taux sur les marchés, n'est-ce pas? Okay? Mais elle n'est pas liée à, on va dire, à une obligation de réescompte. Hein? Donc en intervenant, elle peut influencer en fait, voilà, elle peut influencer le taux sur les marchés, mais elle n'intervient pas directement dans la fixation du taux d'intérêt. Hein? Elle intervient dans l'achat et la vente des titres. On parle aussi d'encadrement du crédit. Donc la politique d'encadrement du crédit, c'est une politique qui consiste à fixer des normes quantitatives. Par exemple, le volume de crédit est limité à un certain montant. De la même manière, la mise en œuvre de cette politique peut être
qualitative, c'est-à-dire on va privilégier certains secteurs de l'économie. On va financer par exemple les secteurs miniers dans les pays à vocation minière ou les secteurs agricoles dans les pays à vocation agricole. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce point de vue. Le deuxième point va porter sur les canaux de transmission de la politique monétaire. Alors les canaux à considérer dans ce cas, c'est le taux d'intérêt, le taux du crédit, n'est-ce pas, et le taux de change. Alors comment, en fait, voilà, le crédit, en fait, le taux d'intérêt, le crédit et le taux de change. Le taux d'intérêt, on en a déjà parlé déjà. Pourquoi? Parce que si on accroît la masse monétaire, à terme, le taux d'intérêt va baisser et ça stimule l'investissement. Et de ce point de vue, la croissance est importante, le PIB va augmenter. C'est le cadre d'une politique monétaire expansionniste. Par contre, une restriction par rapport aux encaisses monétaires, une baisse de la masse monétaire va entraîner une hausse du taux d'intérêt. Et par conséquent, les investissements vont baisser et le revenu national va baisser aussi. Et donc, on est dans le cadre d'une politique monétaire restrictive. Okay. Alors, la mise en œuvre de la politique monétaire peut se traduire par l'allocation du crédit. Lorsqu'on est dans une politique monétaire expansive, on accroît la masse monétaire, n'est-ce pas? Et ça va se traduire en fait par une hausse des revenus aussi des agents économiques, n'est-ce pas? Et effectivement, ça entraîne, n'est-ce pas, une hausse des quantités des prêts bancaires disponibles. Okay? La masse monétaire entraîne une augmentation des prêts bancaires disponibles. Okay? Et ça se traduit concrètement par une hausse des dépenses d'investissement. Si les agents économiques ont plus de ressources, okay? Et si effectivement il y a plus des dépenses d'investissement, et ça accroît aussi effectivement des dépenses d'investissement aussi, mais des dépenses aussi des consommations. Okay? Et ça se traduit effectivement par une hausse du revenu. C'est ça la réalité. Hein? Évidemment, ça c'est dans un cadre d'une politique expansionniste, mais à l'inverse aussi, s'il y a une baisse de la masse monétaire, les dépôts aussi vont baisser, n'est-ce pas? Et ça se traduit par une baisse des prêts bancaires et à terme, une baisse des investissements et enfin, une baisse du revenu national. Okay? Alors, l'autre canal, c'est le canal du taux de change. Le taux de change, n'est-ce pas, qui est influencé en fin de compte par rapport au commerce, n'est-ce pas, par rapport à la balance commerciale. Okay? Lorsque la balance commerciale est excédentaire, c'est-à-dire lorsque la somme des exportations est supérieure à la somme des importations, évidemment, ça se traduit par une appréciation, n'est-ce pas, quand c'est supérieur, n'est-ce pas, ça se traduit par une appréciation de la monnaie nationale, n'est-ce pas, et lorsque la balance commerciale est déficitaire, ça se traduit par une dépréciation de la monnaie nationale. Mais ce qu'il faudra considérer dans ces cas, c'est le fait qu'il y a un impact, ou plutôt une corrélation entre l'évolution du taux d'échange et les exportations. On l'a déjà vu, hein, n'est-ce pas? Mais on peut aller même plus loin pour dire que l'occurrence ou l'évolution du taux d'échange a un impact sur le taux d'intérêt. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle baisse le taux d'intérêt, ça réduit l'attractivité de la monnaie nationale. L'attractivité des dépôts en monnaie nationale est réduite, n'est-ce pas, par rapport aux actifs qui pourraient être rémunérés en devises. Okay? Et de ce point de vue, ça entraîne justement la baisse des dépôts en monnaie nationale par rapport à ceux en devises, n'est-ce pas? Et par conséquent, on assiste à la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises. Okay? Et par la suite, ça entraîne la baisse des prix des produits nationaux par rapport aux produits importés. Okay? Donc, de ce point de vue, il y a augmentation des exportations. Donc, la dépréciation de la monnaie peut avoir un impact sur les niveaux des exportations, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on procède d'ailleurs aux dévaluations.
Le dernier point va porter sur la règle de Taylor. Alors la règle de Taylor, et schématiquement, ça renvoie à la fixation, n'est-ce pas, d'un taux d'intérêt nominal, n'est-ce pas, comme instrument de la politique monétaire. Et c'est basé sur Taylor qui a essayé de voir un peu le taux d'intérêt nominal de la Réserve fédérale américaine, n'est-ce pas, en fonction du taux d'inflation et de la production. En fait, INT, c'est-à-dire le niveau de taux d'intérêt nominal, dépend d'un certain niveau d'inflation, mais surtout du différentiel de l'inflation actuelle et de l'inflation potentielle au sein de l'économie, et du différentiel aussi du niveau de revenu potentiel par rapport, ou plutôt du niveau de revenu actuel par rapport au niveau de revenu potentiel, c'est-à-dire la différence. C'est ça la réalité. Donc il a essayé de voir dans quelle mesure, effectivement, la fixation du taux d'intérêt nominal dépend, effectivement, du niveau des prix et de la production et de l'emploi. En fait, on raisonne en termes de variation, puisqu'on va considérer les différentiels d'inflation, les taux d'inflation actuels par rapport au taux d'inflation potentiel. De même, la production actuelle par rapport à la production potentielle. Okay? Donc, c'est un instrument qui permet de considérer la politique monétaire à court terme, hein, n'est-ce pas, de la Réserve fédérale américaine à travers les taux des fonds fédéraux, c'est-à-dire les taux du marché des États-Unis. Il a trouvé des variables, n'est-ce pas, qui rendent compte du niveau d'inflation, n'est-ce pas, potentiel, qui est de l'ordre de 2, mais aussi, effectivement, en fait, des coefficients d'élasticité, justement, de la variation du différentiel d'inflation et du différentiel de revenus par rapport au taux d'intérêt nominal. Et il a trouvé un coefficient de 0,5 pour les deux variables. Donc, voilà ce qu'on peut dire de ce point de vue. Hein. Mais on peut tester cette relation dans le cadre de l'économie de la RDC aussi. Hein. Ce sont effectivement des variables à considérer. Hein. Le taux d'intérêt nominal, hein, n'est-ce pas, qui est la variable endogène par rapport à un certain niveau d'inflation, mais surtout par rapport au différentiel d'inflation, n'est-ce pas, l'inflation actuelle comparée à l'inflation potentielle. De même, on va considérer les différentiels de la production actuelle par rapport à la production potentielle. Et on pourra aussi aller un peu plus loin pour considérer non seulement le taux d'intérêt nominal, mais le taux d'intérêt aussi réel, qui est égal à la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation au sein de l'économie. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire par rapport à la politique monétaire. La politique monétaire qui consiste à la recherche de la stabilité interne et externe de la monnaie. Et la stabilité interne renvoie à la lutte contre l'inflation et la stabilité externe renvoie à la lutte, ou plutôt à la préservation du taux de change de la monnaie nationale par rapport aux devises. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire. Et la politique monétaire de manière générale, on peut dire qu'elle doit observer ce qu'on appelle la triple stabilité. Stabilité des prix, n'est-ce pas? La lutte contre l'inflation. Stabilité aussi des taux d'intérêt, n'est-ce pas? Parce que les taux d'intérêt doivent être plus ou moins stables au sein de l'économie, mais aussi stabilité du taux de change, hein, n'est-ce pas, par rapport à la politique cambiaire, hein, n'est-ce pas? Donc voilà en gros ce qu'on peut dire. Et la politique monétaire aussi fait partie du carré magique de Kaldor, n'est-ce pas? Puisqu'on raisonne par rapport à la stabilité de prix. Mais au-delà, la politique économique renvoie aussi au plein emploi, à l'équilibre extérieur notamment, n'est-ce pas? C'est ça la réalité, si on peut dire, hein. Dans le cadre de la politique monétaire, on va dire, la politique monétaire, comme on a dit, c'est un volet de la politique économique, n'est-ce pas? Puisqu'on recherche la stabilité des prix, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça,
au-delà de ça, il y a d'autres variables qui interviennent dans le carré magique de Kaldor. On a parlé de la croissance, n'est-ce pas? La croissance qui est la recherche, justement, la recherche de une croissance substantielle constitue en fait un objectif majeur de la politique économique. Le plein emploi, bien entendu, on a parlé de l'équilibre extérieur pour rendre compte de la balance commerciale. Et enfin, la stabilité des prix qui est effectivement un objectif majeur de la politique monétaire. Donc voilà un peu ce qu'on devait aborder dans le cadre de ces chapitres qui portent sur la politique monétaire. Je vous remercie de votre attention. Je suis le professeur Claude Somata, enseignant à l'Université catholique du Congo. Et dans le cadre des enseignements en ligne, on va vous faire des modules, on va prêter des modules de cours que les étudiants vont suivre. Alors ce sera des cours qui seront prodigués de manière magistrale. Et ensuite, il y aura aussi des séances de TP. Alors, je me présente brièvement. Donc, je suis professeur depuis quelques années à l'Université catholique du Congo, professeur d'économie à la faculté d'économie et développement. Alors, le cours que j'enseigne sont une variété de cours. Ça va des cours des débutants en première année aux cours qui sont destinés à un public plus averti, entre guillemets, c'est-à-dire les étudiants de 3e cycle. Et dans le cadre de ce cours, il sera question de leur donner l'essentiel des concepts, à la fois théoriques et pratiques, dont ils ont besoin pour leur avancement en termes intellectuels. Donc, on va procéder à l'analyse des concepts. On va procéder aussi à l'étude des cas pratiques dans le cadre de ces cours. Donc, le premier module va porter sur l'économie monétaire. C'est un cours qui est prodigué en L3, c'est-à-dire 3e année de licence. Alors, je vous rappelle que nous, on est dans le cadre du système LMD, licence, maîtrise et doctorat. Donc, quand je parle de L3, c'est effectivement la licence, mais la 3e année. Alors, ce cours d'économie monétaire est destiné justement aux étudiants de licence 3e année. Ce sera le premier module. Alors, le deuxième module, ça sera effectivement destiné aux étudiants du 2e cycle, c'est-à-dire les étudiants des Master 1. Alors, ça sera le cours d'analyse des politiques monétaires. Le 3e cours va porter sur la gestion financière internationale. Ce module sera destiné aux étudiants de Master 2e année. Et en ce qui concerne le 2e cycle, la boucle sera bouclée avec un cours de macroéconomie ouverte. Donc, macroéconomie en économie ouverte. Voilà. Ce cours est destiné spécialement aux étudiants qui sont dans la filière commerce extérieur. Et enfin, le dernier cours sera destiné aux apprenants du 3e cycle, les étudiants qui sont inscrits en DA1. Bon, ce sera un module de gestion financière internationale, mais avec évidemment une accentuation bien pointue sur le problème des commerces extérieurs et le problème des financements du commerce extérieur. Donc, ça sera en complémentarité par rapport au cours qui est destiné aux étudiants de master. Donc, voilà en gros les 3 cours. Évidemment, ce sont des cours qui seront destinés pour les étudiants dans le cadre de leur formation de 2e semestre. Vous comprendrez qu'on a déjà terminé le premier trimestre, non pas le premier semestre, et là on est en fait en fin d'année et on essaye effectivement de procéder de la manière vu le contexte actuel. Donc voilà en gros l'ossature du cours, avec les points essentiels qui seront développés. Évidemment, on va rentrer dans le cours magistral dans le cadre de modules spécifiques. Donc voilà en gros, si je peux me permettre, les éléments fondamentaux qui constituent